Bonjour, bonjour Maxime. Donc Maxime, comment se porte l'épargne des Français? Mon cher Joris et chers auditeurs de la Maïeutique, une des caractéristiques de la France, c'est qu'elle a une des épargnes les plus abondantes au monde. L'épargne des Français, c'est environ 800 milliards d'euros pour un PIB qui est de l'ordre de 2800 milliards. Donc c'est très important. Cette épargne a beaucoup augmenté au moment de la crise sanitaire et elle n'est pas redescendue. C'est-à-dire que nous avons toujours un niveau d'épargne nettement supérieur à 2019. Et évidemment, pour un gouvernement qui ne maîtrise plus sa dette, je suis désolé de dire ça, mais quand on a 3080 milliards de dettes, que les taux d'intérêt augmentent, alors je veux bien croire qu'ils vont peut-être baisser, mais il ne faut pas confondre les taux d'intérêt court terme et les taux d'intérêt long terme, enfin bref. Les charges financières représentent 50 milliards et beaucoup d'économistes pensent qu'en 2027, 2027, c'est l'année de l'élection présidentielle, je crois, elle pourrait représenter 70 milliards. Donc, nous avons du mal à maîtriser maintenant ce sujet. Eh bien, le gouvernement pourrait être tenté de taper dans l'épargne. Quand je dis taper, je crois qu'on avait évoqué ça dans des émissions précédentes, une taxe, un emprunt forcé, ou l'interdiction de retirer les fonds d'assurance vie. Je ne dis pas que c'est pour demain matin, mais je pense qu'il y a des gens qui pensent à ça. Alors quel est le scénario le plus probable? Taxer davantage l'épargne, je pense que ça se fera. Voilà. Mais d'ailleurs, ça se fera parce que le grand Keynes, Lord Keynes, l'auteur de la théorie générale, l'avait préconisé, l'euthanasie des rentiers lors des périodes de grande crise, et que les inégalités de patrimoine se sont énormément accrues, et donc taxer l'épargne, ça a du sens sur le plan social, ça a du sens. Alors ça peut se faire de plusieurs formes, plusieurs façons. C'est les taxes, d'abord, plus élevées. L'emprunt forcé, c'est assez violent, mais on peut dire que c'est un emprunt et qui sera rémunéré. Et puis, la loi, telle qu'elle existe aujourd'hui, loi Sapin 2, permet de suspendre le retrait des assurances vie. Oui, en fait, il y a un problème avec les assurances vie. Oui, alors ça c'est quelque chose qui circule beaucoup sur le net. Alors moi je ne suis pas complotiste, mais je lis quand même les argumentations qui font sens. Il y a une argumentation qui fait sens, qui consiste à dire que avec l'augmentation des taux d'intérêt, vous avez moins de dépôts à vue, vous avez plus de placements, et que les gens qui gèrent les assurances vie sont obligés de mettre plus de rémunération pour éviter les retraits. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis avec les faillites des banques régionales. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des retraits de dépôts à vue parce que maintenant il y a des dépôts qui rapportent, d'un côté, et de l'autre côté, les réserves des sociétés sont faites en obligations. Mais le cours des obligations a baissé à cause de la baisse des taux d'intérêt. Donc, suivez-moi bien, si les assurances vie doivent mettre un peu plus de rémunération, et qu'elles ont moins de réserves parce que les taux des obligations ont baissé, vous arrivez à la limite à une situation de difficulté pour les assurances vie. Et à ce moment-là, vous dites stop, on arrête, vous n'avez plus le droit de retirer pendant 6 mois. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer demain matin, mais je dis qu'il y a beaucoup d'argumentations dans ce sens qui circulent. Et que donc il faut y être attentif. Alors il y a l'immobilier, parce que quand même, la valeur la plus sûre, c'est la pierre. Eh bien, moi je préconise d'attendre, parce que les prix vont baisser. Nous avons déjà fait une émission là-dessus. Je pense qu'on peut repasser à nos auditeurs le graphique sur la surévaluation du prix de l'immobilier, qui est de l'ordre de 37%.
qui était de l'ordre de 37% il y a 2 mois. Mais depuis 2 mois, ça n'a pas beaucoup baissé. Et donc, le marché est désolvabilisé actuellement. Ça veut dire qu'en fait, les primo-accédants ne peuvent pas accéder. Nous l'avons déjà dit. Donc, il faut soit que les taux d'intérêt baissent, soit que les prix baissent. Et comme les taux d'intérêt, c'est pas à la main des pouvoirs publics, la seule solution, c'est la baisse des prix pour resolvabiliser le marché et que les transactions reviennent. Parce qu'il y a aujourd'hui 20 ou 30% de transactions en moins. Donc je crois qu'il faut attendre avant d'acheter de l'immobilier, mais le meilleur placement possible, c'est l'immobilier, une fois que les prix auront baissé. Oui, on cherche à savoir comment l'État va pouvoir trouver l'argent dont il a besoin pour fonctionner. Oui, je crois que nous l'avons déjà dit antérieurement, les prévisions de croissance du gouvernement français pour 2024 ne sont absolument pas crédibles. Je pense que le ministre lui-même n'y croit pas. Les économistes nous donnent des prévisions qui sont 2 fois moins fortes. Et donc, la prévision de déficit budgétaire à 4,4% du PIB qui est donnée aux instances européennes ne tient pas la route. On est plutôt sur 5%. Et il faudra que M. le maire trouve des économies ou des ressources. Et comme il n'y a pas de plan de réforme structurelle en France sur la dépense publique, eh bien, il va falloir qu'on lui trouve des idées. C'est pas moi qui vais les lui donner, mais une taxation de l'épargne ou du patrimoine peut faire partie de ces idées. D'ailleurs, la taxation du patrimoine, M. Pisani-Ferry, qui est un économiste reconnu et conseiller du président Macron, puisque c'est lui qui a été le principal conseiller du président Macron en 2022, en 2017 aussi d'ailleurs, a préconisé une taxation des patrimoines pour financer la transition énergétique. En fait, ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent prélever en taxes ou en impôts dans pas mal de secteurs. Et le fait de taxer l'épargne ou l'immobilier, c'est un peu la dernière carte à jouer. Oui, mais alors ça c'est un sujet qui est extrêmement délicat, y compris pour nos auditeurs, il ne faut pas leur faire peur. Bon, si la France se trouvait en 2026, en 2027, en cessation de paiement, bon, nous n'aurions pas une faillite à l'Argentine. Pourquoi ? Parce que la BCE interviendrait. La BCE achèterait des titres de dette français pour soutenir la dette française. Les procédures sont prévues dans les textes de la BCE. Par contre, ce qui n'est pas prévu du tout, les textes européens et les experts européens sont muets sur ce sujet. Et je suis pourtant allé au contact. C'est quelles seraient les contreparties au niveau des instances européennes, c'est-à-dire la Commission et le Conseil, le Parlement éventuellement, d'une intervention sur la dette d'un pays. La France, l'Italie, personne ne sait. C'est-à-dire que, logiquement, si un pays est en faillite, c'est parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour équilibrer ses comptes. La BCE apporte un secours. Le secours empêche la faillite, mais il doit y avoir un plan. Et ce plan, c'est pas le pays tout seul qui peut le faire, puisque lui-même a failli. Et donc ça ne peut venir que des instances européennes. Et Jean-Claude Trichet, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien président de la BCE, avait parlé il y a une dizaine d'années d'une fédération budgétaire par exception. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un plan sur la France, prescrit à la France par le Conseil européen et voté par le Parlement européen. Alors là, vous avez 20 millions de personnes dans les rues. Oui, parce que les Français ne se doutent de rien. C'est-à-dire que avec l'argent magique, le quoi qu'il en coûte de la période sanitaire qui a duré quand même, en fait, jusqu'à la fin de 2021, c'est ce que dit Marc Toiti. Quand vous regardez les courbes d'endettement, vous voyez que la France a une pente d'endettement qui a été beaucoup plus forte que l'Allemagne. Donc les gens ne sont pas conscients de la réalité. Quand vous dites aux gens qu'on a 3080 milliards de dettes officielles, parce qu'il y a ensuite, la Cour des comptes vous dit presque autant hors bilan, c'est-à-dire les retraites des fonctionnaires ne sont pas provisionnées. Bon, eh bien, les gens, ils éclatent de rire, quoi. Enfin, moi j'ai un ami qui est
Bac plus 4, il me dit, mais on remboursera jamais. Et je lui dis, mais mon pauvre ami, mais on rembourse tous les jours. C'est-à-dire que, enfin, pas tous les jours, mais toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a un roulement de la dette. C'est-à-dire, on émet des titres, on paye les charges financières, il faut trouver de nouveaux prêteurs, qui sont les mêmes qu'avant d'ailleurs, hein, mais il faut que ça marche. Et si les taux d'intérêt augmentent trop, ben, à un moment donné, vous ne pouvez plus rouler, et vous êtes en cessation de paiement. Donc pourquoi est-ce qu'on disait ça ? On disait ça parce que on disait qu'il faudra trouver des mesures structurelles. Alors des mesures structurelles, c'est de remettre à plat la dépense publique. Vous avez deux manières de le faire. Alors ça, le président Macron l'a bien vu. Il y a de très bons graphiques de la Banque de France, d'ailleurs, qui le prouvent. C'est que si on avait les mêmes taux d'activité que l'Allemagne, nous n'aurions plus de déficit. Ouais. Alors, mais comment on fait pour avoir les mêmes taux d'activité des jeunes et des seniors que l'Allemagne ? Ça, c'est un premier sujet. Ce sujet est bien identifié. Le deuxième sujet est identifié aussi, mais il est complètement tabou. C'est, nous avons l'État, nous avons les régions, nous avons les départements, nous avons les communes, nous avons les communautés de communes. Et à chaque fois, on a des interventions, des strates, des coûts, bon. Et puis, il y a un autre sujet qui est tabou, c'est les effectifs administratifs par rapport aux effectifs opérationnels dans le domaine de la police, de la justice et surtout de la santé et de l'éducation. Santé et éducation, alors je cite toujours la santé, nous avons le même taux d'effort en pourcentage du PIB, c'est exactement 11,2% que l'Allemagne, mais quand on regarde le rapport des administratifs et des soignants, il n'est pas du tout le même. Et ces sujets, personne ne veut les traiter parce que ça remet en cause la gouvernance de la France. Et en particulier, ça remet en cause sa centralisation. Oui, comme on vient de parler de l'épargne, je vous pose une question que beaucoup de monde doit se poser. Et moi, je me pose cette question pour ma fille, entre autres. Que proposez-vous pour les gens qui ont un peu d'argent ou qui commencent à gagner leur vie ou qui ne peuvent pas acheter encore l'immobilier par rapport à ce qui vient de se passer, comme placement ou comme moyen d'épargner, en attendant une baisse de l'immobilier? Alors, là, moi, ma réponse est assez simple, c'est que d'abord, il faut qu'elle attende gentiment de pouvoir acheter un logement, et quand les prix auront baissé de 20 ou 30%, elle pourra. Bon. Et peut-être qu'elle va attendre un an, simplement. Hein, bon. Et deuxièmement, en attendant, eh bien, si elle trouve les bons livrets, elle peut avoir 3,5, voire 4 sur certains. Donc, ça protège de l'inflation. Donc, c'est pas la peine de s'emmerder à faire des placements risqués. Et vous avez vu ce qu'on a dit sur l'assurance vie, c'est pas évident. Hein. Donc, elle a, déjà le livret, le livret A, c'est 3%, hein, c'est ça. L'inflation est à 3%, et après, elle peut obtenir, il y a des livrets qui peuvent atteindre 4%. Alors, peut-être qu'il faut geler, disons, le plan intelligent, c'est de dire, dans un an, les prix de l'immobilier auront baissé de 20%. Dans un an, je pourrai acheter un appartement. D'ici là, je bloque mon épargne. Donc je vais à la banque, je dis j'ai une épargne et je la bloque à un an. Si je la bloque à un an, elle va avoir une rémunération de 3,5. Ok, donc on peut aller à la banque et dire que l'on va bloquer son argent pour obtenir un meilleur taux. Et que pensez-vous de placer de l'argent sur les métaux alors ? Oui, alors les métaux, nous allons en manquer à terme. Donc, pour autant, ça ne veut pas dire que tout ce qui produit du métal est bon. Il faut trouver des entreprises, oui. Oui, parce que comme on l'a dit, l'uranium a fait x5 depuis 2019. Et finalement, ça reste moins dangereux que placer l'argent sur les crypto-monnaies. L'uranium, on sait qu'on en aura besoin puisqu'on a décidé de tripler les capacités nucléaires à l'échelle mondiale. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la COP28 réunie à Dubaï. Bon, donc on aura besoin d'uranium. Et ensuite, il faut regarder tous les métaux qui sont liés au tout électrique. Alors, vous avez évidemment le lithium, vous avez le nickel, vous avez le cuivre. Actuellement, on a des pénuries importantes de cuivre. Or, le cuivre, c'est un conducteur électrique qu'on trouve partout.
Vous avez le cobalt. Bon, je ne suis pas un spécialiste, il faut voir avec les spécialistes, mais vous avez une dizaine de métaux qui sont liés au tout électrique. Or, ces métaux, on va devoir en produire 7 fois plus d'ici 20 ans. C'est complètement dingue. Donc, il y aura forcément des tensions. Je crois que le chiffre le plus impressionnant, c'est le lithium, officiellement. Il faudra 40 fois plus de lithium. Donc là, il faut trouver des fonds communs de placement. Enfin, soit il faut sélectionner des entreprises qui ont des barrières à l'entrée, qui sont bien installées, qui vont s'enrichir énormément, et prendre des actions de ces entreprises. Alors là, c'est pas facile parce qu'il faut chercher, il faut trouver, il faut un conseiller. Mais dans les banques, on trouve. Soit il faut prendre des fonds communs de placement qui sont centrés sur les métaux. Et on en trouve aussi. Il faut regarder la monnaie dans laquelle c'est rédigé. Bon, je crois que j'ai déjà dit ici que l'euro avait vocation à se déprécier. Mais oui, mais pourquoi l'euro a vocation à se déprécier? Parce qu'il y a un décalage formidable de dynamisme avec les États-Unis. La croissance, bon, là, on est en croissance zéro. Les États-Unis sont à 3% de croissance. Et parce que la BCE va devoir baisser ses taux d'intérêt, peut-être avant les États-Unis. Or, comme il y a déjà un écart important de taux d'intérêt, ce matin, il y a un écart de taux d'intérêt de 150, 175 points de base. Si cet écart s'accroît, ben vous avez l'écart de taux d'intérêt et vous avez l'écart de croissance. Donc l'euro ne peut que se déprécier. Donc prenez des fonds communs de placement, en francs suisses par exemple, en dollars, centrés sur les métaux et centrés sur les métaux qui vont être en tension. Mais il faut chercher, il faut quand même chercher, il faut se documenter. Bien, merci Maxime pour tous ces conseils. Merci et au revoir.